pu saluer. Alors c'est marrant parce qu'on m'avait demandé donc de faire une intervention ce soir sur la Syrie, parce qu'effectivement ça fait l'actualité. Et en regardant un petit peu les causes réelles de guerre, de volonté de guerre en tout cas en Syrie, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une rétrospective et d'aller voir depuis 10 ans, depuis 12 ans, les causes réelles des guerres américaines dans le monde. Et puis donc on a choisi ce sujet-là, et puis hier seulement je me suis rendu compte qu'on allait parler de ça un 11 septembre. Et je vous assure que c'est vrai que c'était pas du tout planifié depuis 2 ans, que ça tombe un mercredi comme ça, c'était pas du tout prévu, puisque François peut en témoigner, tout le monde peut en témoigner, c'était comme ça, c'était un hasard, et c'était un heureux hasard, un drôle de hasard, parce qu'effectivement vous savez qu'en particulier depuis le 11 septembre, la machine de guerre américaine s'est mise en route, mais on va voir aussi que ça avait commencé avant, que ça a été un aiguillon le 11 septembre qui a permis effectivement d'aller un petit peu plus vite sur certaines guerres, mais bon, la volonté américaine d'hégémonie mondiale, vous le savez, elle date depuis plus longtemps que ça. C'est important pour nous de faire de la vraie géopolitique, c'est-à-dire qu'OFN et OFNJ on soit éclairés sur les buts réels des guerres, sur les dessous justement des politiques étrangères, et qu'on ne se fasse pas berner. Je sais qu'aucun d'entre vous ici ne se fait berner par la propagande occidentale. Il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, on fait la guerre pour le bien, les fleurs et les gens, voilà. Mais personne ne croit à ça ici évidemment, mais il est vrai que déjà qu'en France, malheureusement, il y en a qui croient à cela, notamment dans les autres partis politiques. Je peux vous garantir que si effectivement on se dit que les Fabius, les grands dirigeants du Parti Socialiste et de l'UMP, lorsqu'ils font des politiques étrangères et qu'ils invitent les Français à être d'accord avec eux et à les suivre, eux ils le font dans un but, ils savent pourquoi, et ils savent exactement les raisons réelles pour lesquelles ils veulent engager un conflit. Mais je peux vous garantir que les petits militants, c'est pas dit du tout. Je me suis retrouvé face à un militant du PS dernièrement en débat, qui ont parlé de la Syrie, et je peux vous garantir que dans ses yeux, quand il me parlait, quand il me disait mais non, mais c'est un dictateur, un méchant qui opprime son peuple et qui le massacre, ça avait l'air sincère. Donc il y a des naïfs, des imbéciles pareils, j'ai envie de le dire, il y en a, ça existe, en particulier au PS et à l'UMP. Donc nous, c'est bien qu'au Front National, on soit le parti de la géopolitique, qu'on soit le parti qui arrivons à faire de la vraie réelle politique comme on faisait à l'époque, où on pèse le pour et le contre, on regarde les choses dans leur réalité, avec sérieux, et on prend des décisions en fonction de nos intérêts, et non pas d'intérêts soit étrangers, soit d'intérêts complètement iniques sur on fait la guerre des gentils contre les méchants, et ce genre de choses. Donc voilà pourquoi on va faire un peu de géopolitique ce soir, on va regarder les raisons des dernières guerres américaines, et ce qui va nous permettre justement d'éclairer le cas syrien, parce qu'on va voir qu'on va comprendre en fait comment le processus de guerre américain se met en place, comment est-ce que les choses avancent, comment ils mettent leurs pions, comment ils les avancent, tout cela. Eh bien on va le voir en fonction justement de ce qu'ils ont déjà fait, parce que c'est l'histoire qui permet de nous éclairer toujours. Donc on va commencer par la guerre du Kosovo. Alors pourquoi? Ça c'est pas au Proche ni au Moyen-Orient. Mais on va commencer par là parce que vous verrez que la façon dont ils ont pu enclencher une guerre, dont les Américains ont pu enclencher une guerre au Kosovo, ressemble assez, sur certains points assez particulièrement avec ce qu'ils font en Syrie aujourd'hui. Donc ça va nous permettre d'avoir justement, par une vision d'un petit peu plus haut, ça va nous permettre de mieux comprendre. Alors, l'historique. D'abord, le Kosovo, vous le savez, c'est une province historique serbe. Il y a la ville de Pek à l'intérieur, j'espère que je prononce bien. C'est là où, parce qu'il y a des camarades serbes ici. Donc c'est le siège historique du patriarche orthodoxe de Serbie depuis 1346, donc c'est vieux. C'est là où il y a eu la bataille, la fameuse bataille du Champ des Merles en 1389. C'était une bataille contre les Turcs, où les Serbes qui ont perdu, malheureusement pour eux et pour l'Europe, ils ont perdu contre les Ottomans. Ils ont été ensuite, vous le savez, colonisés, en gros occupés par les Ottomans pendant des siècles. Mais ce champ de bataille a symbolisé la vaillance et la bravoure des Serbes contre les Ottomans, contre l'occupation étrangère. Donc le Kosovo pour eux, c'était vraiment une province historique et identitaire, qui leur appartient à eux, et il était hors de question que ça appartienne à un autre pays. Alors au cours de l'occupation ottomane, vous savez que l'Empire ottoman était un empire qui était finalement le plus démocratique qu'il y ait jamais eu au monde, puisque
il n'y avait aucun droit du sang dans l'Empire ottoman, il suffisait d'être musulman pour atteindre des postes administratifs et militaires assez importants si vous saviez bien vous y prendre. Donc il était intéressant d'être sous occupation musulmane, d'être musulman, vous vous en doutez. Alors les Albanais ont été plus intelligents que les Serbes, en tout cas plus... je ne dirais pas le mot, mais bon. En tout cas, les Serbes eux, ont voulu rester orthodoxes, ils n'ont pas voulu se convertir, et les Albanais, eux, se sont convertis à l'islam pour atteindre des postes dans l'Empire ottoman assez rapidement. Et donc du coup, le peuple albanais s'est agrandi, s'est développé, et donc a commencé à rentrer un petit peu au Kosovo, et à devenir majoritaire dans cette province qui s'appelait le Kosovo. Après cela, donc, vous savez, donc, il y a la Première Guerre mondiale, avant la Serbie du 19e siècle obtient son indépendance, la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'écroule, et l'État yougoslave, après la Première Guerre mondiale, naît en Europe. Alors, c'est un État qui est composé de différentes ethnies, donc il y a les Croates, les Slovènes, vous savez, les Bosniaques, tout cela, et le Kosovo, bien sûr, fait partie de ce grand État yougoslave, qui devient puissant dans le sud-est de l'Europe, dans les Balkans. Durant la guerre froide, l'État yougoslave est un État non aligné, c'est-à-dire qu'il est ni complètement avec l'Union soviétique, ni avec les Américains. Ça va énerver énormément le camp occidental, parce que les Américains vont souhaiter que la Yougoslavie avec Tito, ne faisant pas partie du camp de l'Union soviétique, fasse partie des Américains, enfin du camp américain, mais les Yougoslaves vont conserver leur indépendance, et ça va particulièrement les énerver, et ça aura quelques conséquences. Bon, c'est un État, et ça je vous le dis aussi parce que vous verrez ce genre de constante. C'est un État qui est socialiste dans sa conception de l'économie et qui est aussi nationaliste, c'est-à-dire voilà, c'est l'État yougoslave, vu qu'il est composé de différentes ethnies, pour souder toutes ces ethnies ensemble, il faut qu'il y ait quelque chose qui les rassemble et qui soit le nationalisme yougoslave. Voilà. Donc, à la fin de la guerre froide, les Alliés, débarrassés de l'Union soviétique, vont se faire un plaisir de démanteler la Yougoslavie, parce que c'est un allié qui est trop puissant des Russes, parce que évidemment, de par leurs conditions de Slaves et d'orthodoxes, ils vont avoir une tendance à s'allier aux Russes, et donc c'est trop puissant au sein même de l'Europe, il faut écraser cet État. Et la France y collabore particulièrement. Alors, ce que vont faire les Américains, ils vont jouer, et c'est pour ça aussi, retenez à chaque fois comment ça se passe, ils vont jouer sur les facteurs ethniques. Parce qu'il y a des fractures au sein de la Yougoslavie, et vu qu'il n'y a plus d'État fort, puissant yougoslave comme il pouvait y avoir sous Tito, les différentes ethnies dans la Yougoslavie commencent à vouloir leur indépendance. Donc c'est ce qu'ils obtiennent assez rapidement avec la Croatie, la Slovénie en 91, et en 95, là on va avoir un brouillon de ce qui va se passer ensuite pour le Kosovo, avec la Bosnie, vous connaissez la guerre serbo-bosniaque, où en gros, les Américains, parce que les Bosniaques sont musulmans, vont commencer à financer et à armer les séparatistes bosniaques musulmans, et à entraîner, armer, financer les djihadistes qui vont venir de tous les pays, du Pakistan, d'Arabie Saoudite, tout le reste, et surtout d'Afghanistan. Ils vont commencer à financer tout cela, et à même leur apprendre à se battre, parce que vous savez que la CIA utilise deux gros groupes de mercenaires, d'entreprises de mercenariat, qui s'appellent la DIM Corps et la Military Professional Resource Inc., et qui directement contrôlés par la CIA, ils envoient justement leurs antennes partout dans le monde pour entraîner les gens qu'ils ont envie d'entraîner. Et donc en l'occurrence, c'était les djihadistes, islamistes, à l'époque les Américains n'ont pas de problème avec les islamistes, et donc ils les financent, ils les arment et les entraînent pour que la Bosnie en 1995 obtienne son indépendance après une guerre contre la Serbie. Donc ça c'était le brouillon de ce qui allait se passer au Kosovo. Alors, ce qui va se passer au Kosovo. La CIA va donc s'installer avec la Military Professional Resource Inc. En Albanie. Ils vont commencer à entraîner les membres de l'UÇK, qui est l'organisation albanaise séparatiste au sein du Kosovo. Donc le Kosovo, je vous le dis, donc, en 96-97, c'est une province dans la Serbie. C'est comme pour nous la France, PACA. Voilà. Imaginez que c'est la région PACA. Seulement, dans cette région PACA, il y a une majorité d'Albanais, supposons. Et au sein de ces Albanais, il y a un mouvement qui est un parti politique, mais qui s'apparente en réalité beaucoup plus à une mafia, qui s'appelle l'UÇK.
Alors, donc ces membres de l'UÇK vont commencer à être entraînés par la CIA, par les services saoudiens, pakistanais, et puis Al-Qaïda va, aidé par les Américains, va déverser la fine fleur de leurs troupes, notamment afghanes, qui sont de très 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 bons soldats. Ils vont envoyer des djihadistes de la terre entière pour consolider et renforcer l'UÇK. L'UÇK va se faire particulièrement d'argent parce qu'ayant ces réseaux d'Al-Qaïda en Afghanistan, ils vont faire passer directement en Europe la drogue, parce qu'on le verra avec le cas afghan. C'est en Afghanistan que sont produits donc les premiers producteurs des champs de pavots, donc l'héroïne et l'opium. Donc l'UÇK, la mafia albanaise et l'UÇK va se faire beaucoup d'argent. Et ils vont commencer à instaurer une terreur dans le Kosovo. Là aussi, retenez, voyez comment ça fonctionne. Donc l'UÇK va commencer à assassiner des policiers, va commencer à assassiner des dirigeants, des gardes frontières, à faire peur à la population, à la fois serbe, les autorités serbes, la population serbe qui est encore au Kosovo, et puis même les Albanais qui sont au Kosovo mais qui n'ont pas forcément envie de se séparer de la Serbie, qui ont envie de rester dans l'État serbe tout en étant albanais et musulmans. Alors en 97, c'est là où ça explose parce que l'État albanais s'effondre suite de montages financiers très bizarres. Donc là on voit le rôle des banques aussi, intéressant. Donc l'Albanie s'écroule totalement en 97 et l'UÇK peut aller piller les arsenaux dans les casernes et ramener vraiment des armes de guerre au sein du Kosovo et pouvoir rivaliser avec les autorités serbes, même être encore plus fort que les pauvres policiers qui sont dans le Kosovo, les policiers serbes. Alors là, évidemment, les autorités serbes s'inquiètent. Milosevic, qui est alors président donc, de la fédération de Serbie, décide d'envoyer l'armée pour protéger la population et pour restaurer la sécurité dans le Kosovo. Et donc ça suppose de renvoyer tous les Albanais séparatistes au sein de la Serbie, parce que le Kosovo fait partie de la Serbie, de les renvoyer soit en Macédoine, soit en Albanie. Et le pire, c'est qu'on le sait maintenant au niveau des rapports diplomatiques, Milosevic a demandé avant aux États-Unis. Il dit, est-ce que je peux rentrer chez moi, puisque c'est encore ma province, pour expulser, foutre dehors tous les séparatistes albanais. Et les États-Unis ont répondu, oui, yes you can. Ils lui ont dit ça. Et en plus il dit, tranquille, je peux y aller. Il y allait, et au moment même où un char a franchi la province du Kosovo, un char serbe est rentré dans le Kosovo, alors là, a été déclenchée une opération de diabolisation, une campagne de propagande absolument incroyable. Alors retenez ça aussi, le Human Rights Watch, qui est une structure, donc c'est toujours les mêmes, hein. On va les voir pour l'Irak, on va les voir pour tout, et on les voit aujourd'hui pour la Syrie, ils sont basés aux États-Unis, c'est l'Observatoire des droits de l'homme en gros, et c'est eux qui disent qui sont les méchants et qui sont les gentils sur la Terre. Alors là ils commencent à raconter que la Serbie est en train de mettre en place un immense plan d'épuration ethnique, un génocide ethnique qui a massacré tous les Kosovars et tous les Albanais. Et on parle de chiffres, certains journaux, Paris Match a dit qu'il y avait 700 000 morts, 800 000 morts qui étaient en préparation, que l'armée serbe était en train de massacrer toute une population. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour certains vous êtes sans doute trop jeunes, mais pour les plus vieux d'entre vous ici, je me rappelle, j'étais gamin, et je me rappelle de partout, à la télévision et tout en 99, c'était une campagne, Milosevic c'était Hitler, parce qu'il était en train de faire un génocide, c'était le premier génocide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, on ne pouvait pas laisser passer une chose pareille. On parlait, il y avait des chiffres incroyables, 1 million de Kosovars massacrés, exterminés, on parlait aussi de camps de concentration, il y a tout, vraiment. C'était, voilà, nouveau Hitler, et on ne pouvait pas laisser passer évidemment un massacre d'une telle ampleur au sein de l'Europe. Donc, grosse campagne de propagande, et là, déclaration de guerre de l'OTAN. Alors évidemment, l'OTAN, parce que les États-Unis ne peuvent pas avoir l'accord du Conseil de sécurité, parce qu'il y a la Russie et la Chine qui toujours peuvent mettre leur veto. Il faut savoir que s'il y a eu la guerre au Kosovo, c'est parce que la Russie, vous savez, sortait d'une immense période d'anarchie avec Boris Eltsine. Elle était totalement pillée par les ultralibéraux et par les Américains, et la Russie commençait juste à relever la tête et commençait juste à reprendre un petit peu de sa puissance. Donc en 99, Poutine vient juste de prendre le pouvoir, mais il n'est pas capable de s'opposer à la guerre au Kosovo. Il menace de mettre non, de dire non au Conseil de sécurité, mais ça ne suffit pas, la guerre s'enclenche. Donc l'OTAN déclare la guerre. Alors là, retenez la lâcheté française, parce que voilà,
faut être fier de certaines choses, mais depuis 40 ans, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent nous rendre fiers. Et là, il faut retenir la lâcheté française parce que la France n'a strictement aucun intérêt à attaquer la Serbie. Sans doute que ces services de renseignement, même s'ils sont assez mauvais, savent très bien ce qui se passe en réalité au sein du Kosovo, puisqu'on verra après ce qui s'est vraiment passé, l'extermination des millions de personnes, vous allez voir ce que c'est. Mais ils décident, parce que les opinions publiques sont scandalisées, et effectivement partout vous allumez la télévision, vous voyez des pauvres enfants morts, les méchants Serbes et tout ça, mais décident d'accompagner l'OTAN et de faire la guerre à la Serbie. Sachez, petite anecdote, parce que je connais quand même pas mal de militaires qui ont participé à cette guerre, même parmi les gradés d'ailleurs, les Serbes vous racontent ça, que les militaires français qui étaient au courant de ça ont fait cette guerre à reculons, Chirac aussi, paraît-il, et que du coup les Serbes là-bas obtenaient très souvent des services français, on leur disait avant un bombardement où est-ce que ça allait bombarder pour qu'ils puissent un peu pousser la population et pousser les gens importants, mais les mettre de côté. Et on a même eu d'ailleurs des Français qui durant l'occupation après ont tiré sur des Albanais et des Kosovars qui attaquaient, parce qu'il y a eu énormément d'églises orthodoxes qui ont été attaquées, pillées, et des prêtres là-bas massacrés, et il y a eu des Français même qui se sont élevés contre ça et qui ont protégé la population serbe. Donc les Serbes ont senti qu'on leur mettait un coup de couteau dans le dos terrible, parce que la France est leur allié traditionnel depuis la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, on a essayé de faire de notre mieux, même si on a déclenché la guerre à cette pauvre Serbie, et les militaires français ont essayé de faire de leur mieux, mais bon, c'était quand même une lâcheté et une trahison. Donc en gros, 78 jours de bombardement intensif, la Serbie finit par se retirer du Kosovo, parce qu'elle ne peut pas, tout est détruit. Et au final, écoutez ça, qu'on parlait de 900 000 Kosovars massacrés, au final on se rend compte que c'est 4 000 à peine, dont la moitié de Serbes. Voilà, donc juste des combats en fait, quand l'armée serbe est rentrée dans le Kosovo pour virer Lučeka a répondu, il y a eu des combats, et au final c'est 4 000 morts. Et j'aimerais vous dire que depuis l'an 2000, donc depuis que le Kosovo est devenu indépendant, eh bien, les quelques Serbes qui restent à l'intérieur du Kosovo sont eux pour le coup en train de vivre une véritable épuration ethnique, puisque c'est plus de 4 000 Serbes qui ont, depuis l'an 2000, qui ont été, donc plus que les soi-disant Kosovars morts à cause de la Serbie. C'est plus de 4000 Serbes qui ont été enlevés, massacrés, violés, les églises orthodoxes sont brûlées là-bas et tout. Voilà. Bref. Donc ça c'était l'historique. Maintenant on va regarder les véritables motivations, c'est là où on fait de la géopolitique. Puisqu'on nous a raconté que c'était pour abattre un méchant dictateur qui est du nom de Milosevic qui massacrait des gens. En réalité, on va faire de la vraie géopolitique. Pourquoi est-ce que les Américains, quelles étaient les raisons des Américains d'entrer au Kosovo, enfin, de faire la guerre à la Serbie et de rendre indépendant le Kosovo? Alors, déjà, installer une base américaine. Avec la fin de la guerre froide, vous savez, les Américains ont eu un problème, c'est que du coup, aucune justification à leur présence militaire dans le monde, et en particulier en Europe, parce qu'à la limite, vous pouvez y avoir des bases américaines au sein de l'Europe avec l'Union soviétique, car l'Union soviétique avec le pacte de Varsovie et tout avait quand même faisait des menaces, il y avait une menace soviétique d'envahir l'Europe. Une fois que l'Union soviétique a disparu, il n'y avait plus trop de raisons pour les Américains de rester au sein de l'Europe et d'implanter leur base. Donc là au moins, avec un méchant État serbe qu'il fallait mettre à bas, il y avait une raison américaine de se réimplanter directement dans l'Europe. Et l'avantage d'une base américaine, une grosse base américaine dans les Balkans, c'est que d'une, donc ils sont en Europe, plein cœur de l'Europe, ils sont en face de la Russie, donc un rival, et qui sont en plus proches du Proche-Orient, donc pour aider leurs alliés dans la région, ça peut être utile, parce que c'est... Voilà. Et donc du coup, il faut savoir qu'il y a le camp Bonestil au Kosovo, qui est une immense base américaine. Voilà. L'une des plus grosses bases américaines militaires étant au Kosovo, elle s'appelle le camp Bonestil. La raison numéro 2, comme on verra souvent, il y avait un projet de pipeline, donc le pipeline c'est qui transporte le pétrole extrait de la mer Caspienne, donc jusqu'au sein de l'Europe du Nord, et puis jusqu'à Rotterdam. Et un immense projet qui s'appelait le AMBO, donc c'était un projet d'oléoduc, de gazoduc, de voies de chemin de fer, de lignes de télécommunications, qui en passant par le Kosovo, du coup, échappait directement aux Russes et aux Serbes, donc les alliés des Russes. Donc c'était un grand avantage de contrôler ce carrefour qu'est le Kosovo. La raison numéro 3, une troisième grande raison, c'est les ressources minérales du Kosovo, car le Kosovo est extrêmement riche. En lignite par exemple, c'est la troisième réserve mondiale, il y a du plomb, du zinc, de l'or. Il y a aussi surtout du zincon, qui
qui est un métal très rare, qui est utilisé, figurez-vous, dans la fabrication des missiles. C'est un métal qui est très très rare, qui permet de faire de très bons missiles, et il y en a beaucoup au Kosovo. Alors la raison numéro 4 est la plus importante, elle est bien sûr géopolitique, comme vous vous en doutez, et stratégique, c'est que être au Kosovo permet donc d'affaiblir un allié traditionnel de la Russie, d'être directement en face des Russes, et puis d'encourager les séparatistes. Car il faut savoir que les deux nations, les deux pays, les deux empires qui peuvent rendre difficile l'hégémonie américaine dans le monde sont, vous le savez, la Russie et la Chine. Sauf que la Russie et la Chine sont deux nations, mais deux empires à la fois, qui, en leur sein, possèdent différentes ethnies. Et donc, lorsqu'on encourage les séparatistes, et bien, du coup, ça affaiblit des pays comme la Russie ou comme la Chine, parce que la Russie va avoir du coup un problème ensuite avec la Tchétchénie, avec les parties du Caucase, la Chine va avoir des problèmes avec le Tibet, avec le Yin-Yang, je ne sais pas comment on prononce ça. Et donc, on affaiblit directement ces rivaux quand on encourage les séparatistes. Et puis aussi, on biaise l'Europe, parce que du coup, comment est-ce que vous voulez qu'un jour le projet européen fonctionne, que l'Europe soit vraiment unie telle qu'il le souhaite, a priori, si en plein milieu de l'Europe, tac, vous avez un État islamiste, enfin musulman, qui n'a rien à voir avec la culture européenne. Donc effectivement, ça permet comme ça de biaiser toute unification réelle européenne. Donc on fait une fausse Europe, et puis... Et la dernière raison, alors ça je vous en dirai pas mal des petites raisons de ce genre, même pour les autres pays. Donc c'est pas moi qui le dis, ce sont les mauvaises langues, je tiens à vous le préciser. C'est que donc les mauvaises langues racontent que, il faut le savoir, le Kosovo est la plateforme et le carrefour de toute la plaque tournante, de tout ce qui est trafic de drogue, trafic de prostituées, trafic d'armes, et trafic d'organes, vous savez, les fameux trafics d'organes dans lesquels un certain Kouchner était peut-être impliqué. Donc en gros, si vous voulez, la criminalité européenne, tout ce que l'on connaît en termes de drogue, de prostitution, d'armes et tout ça, il y en a une très très grande partie qui passe par le Kosovo avant d'arriver en France, en Hollande ou je ne sais où. Et donc les mauvaises langues racontent que les Américains ont de cette façon-là un petit contrôle sur la criminalité européenne. C'était pas moi qui le dis, je ne veux pas avoir un procès en diffamation fait par les Américains, mais en tout cas des mauvaises langues disent ça, je vous laisse le soin d'apprécier vous-même. Donc voilà, je voulais parler du Kosovo parce que déjà j'y tiens. Ça fait partie de notre génération, c'est sans doute la première guerre que nous on a connue à la télévision et tout ça. Et puis parce qu'elle éclaire pas mal quand même sur ce qui va se passer après. Donc ce qu'il faut retenir bien sûr dans le processus américain de guerre, c'est le prétexte humanitaire bidon, complètement bidon, la campagne de diabolisation, le dirigeant du pays que l'on veut attaquer a la rage, c'est un dictateur, c'est un monstre qui commet des atrocités, l'instrumentalisation des fractures ethniques au sein des pays, l'instrumentalisation et l'aide aux djihadistes. Les Américains n'ont aucun scrupule à aider les pires djihadistes, et comme on va le voir ensuite, les pires islamistes. Et puis malheureusement, la lâcheté de la France. Voilà. Et à retenir souvent la lâcheté de la France. Voilà. Donc voilà pour le Kosovo. Maintenant, l'Afghanistan, puisqu'on est le 11 septembre. Une pause entre chaque pays ou c'est bon? Il y a le Chili aussi, c'est le 40e anniversaire. Ouais, le Chili, c'était pas une guerre américaine de ces 10 dernières années. Ah, la CIA a joué un rôle dans la grève des... Oui, mais bon, c'est pas rien à voir avec mon propos. Oui. Donc l'Afghanistan. Alors, en Afghanistan, la petite historique. L'Afghanistan, c'est l'antination par excellence. Donc c'est pareil, c'est un pays qui est composé, alors lui, plus que tout, plus que jamais, c'est pas on va l'appeler un pays par commodité, mais c'est pas une nation. C'est un pays qui est composé de dizaines de tribus et de dizaines d'ethnies différentes. Les Ouzbeks, les Tadjiks, les Pachtuns, il y a vraiment plein d'ethnies différentes. Et la seule chose qui les soude, et encore difficilement, c'est l'islam, parce que même, vous savez, au sein de l'islam, il y a les soufistes, les wahhabites, les machins, les chiites, c'est tout à fait différent. C'est un pays qui est composé de dizaines de peuples tribus. C'est une terre de sang, terre de guerriers. C'est un pays qui n'a jamais été soumis. Depuis Alexandre le Grand, c'est vraiment des peuples, du fait de la géographie de l'Afghanistan, du fait de ces peuples qui sont vraiment solides, c'est un peuple qui n'est jamais soumis. Voilà. Et les Anglais, par exemple, qui étaient très forts au XIXe siècle, ils ont subi des revers immenses.
Mais il disait à l'époque les Anglais, que contrôler l'Afghanistan, c'était contrôler le grand jeu du monde, parce que l'Afghanistan, vous le verrez, a une position stratégique essentielle. Donc en 1978, il y a un coup d'État communiste qui se fait en Afghanistan. L'armée soviétique rentre dans l'Afghanistan pour épauler et pour protéger le gouvernement communiste qui s'installe en Afghanistan. Ça reste une période qui, somme toute, était pour les Afghans une période de prospérité quand même, parce que par exemple il y avait du vin afghan qui était paraît-il excellent, que maintenant on ne peut pas connaître, qui n'existe plus. Voilà. Mais bon, parce qu'il y a une force étrangère, à savoir soviétique, qui rentre en Afghanistan, il y a une réaction de la part des Afghans, qui est un peuple qui refuse d'être soumis. Il y a les fameux Moudjahidines, qui vont se battre contre l'armée soviétique. Donc les Moudjahidines sont des chefs de guerre religieux, pas islamistes bien sûr, mais pas totalement fanatisés, mais ce sont des chefs de guerre. Alors bien sûr, vu qu'on est en pleine guerre froide, la CIA, elle va financer, elle va armer, pareil, et elle va entraîner les Moudjahidines pour se battre contre les soviétiques. Alors, une fois les soviétiques partis, donc en 89, quand à cause de toutes les dissensions, tous les problèmes qu'il y avait au sein de l'Union soviétique n'a plus les moyens de soutenir la guerre en Afghanistan, donc elle abandonne l'Afghanistan, et les Moudjahidines prennent le pouvoir en Afghanistan. Et là, les Américains se frottent les mains, enfin, on va pouvoir faire des affaires en Afghanistan, on va pouvoir rentrer dans le pays. Alors leur intérêt est immense. Alors, en gros, il faut que vous... C'est difficile sans carte, j'aurais pu amener des grandes cartes, mais bon, c'est compliqué. En gros, il y a deux voies possibles pour sortir les hydrocarbures d'Asie centrale. L'Asie centrale, vous savez, et vraiment, ce sont des pays composés de différents pays extrêmement riches en hydrocarbures, notamment le gaz turkmène. Et pour l'amener vers l'Europe, il faut passer soit donc par la Russie, soit par la Chine, donc c'est l'Asie centrale, donc c'est entre la Russie et la Chine, hein. Soit, eh bien, figurez-vous, un petit peu par la Géorgie, mais surtout par l'Afghanistan. Donc là, c'est un moyen de ramener tous les hydrocarbures d'Asie centrale en Europe, en Occident, aux États-Unis, tout ça, en passant par l'Afghanistan. Donc là, il y a un intérêt qui est immense. Et donc l'intérêt, les Américains, ils le voient. Alors ils envoient donc la compagnie américaine qui s'appelle Unocal, et qui se prépare à construire en Afghanistan un immense gazoduc. Donc ils vont aller voir les chefs de guerre Moudjahidines, ils vont commencer à négocier pour installer donc un immense gazoduc au sein de l'Afghanistan qui traverse l'Afghanistan. Le problème, c'est que les chefs de guerre Moudjahidines sont des gens très fiers et ils s'en moquent de tout ça. Donc ils vont dire aux Américains, ils vont demander aux Américains un prix trop élevé pour laisser passer et protéger le gazoduc dans leur pays. Donc les négociations vont malheureusement échouer. Du coup, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se dire, conseillés par les Saoudiens, qui sont leurs très très vieux alliés depuis des années et des années, conseillés par les Saoudiens, ils vont se dire, c'est pas mal de faire des affaires avec les islamistes. Parce qu'à l'époque, voilà, ça marche plutôt bien, on le fait avec les Saoudiens qui sont des islamistes, des wahhabites assez fanatisés, enfin je veux dire, c'est des branches dures de l'islam, et donc ils se disent, c'est peut-être mieux de faire des affaires avec les islamistes, eux ils ne nous embêtent pas. Du coup, les Américains se tournent vers les talibans, les fameux talibans. Donc là, vous savez, les talibans, c'est les hommes les plus rétrogrades de la planète. Hein. On le sait, hein, ils ont détruit des biens culturels immenses en Afghanistan, les droits des femmes, je ne vous raconte même pas, aucune culture, rien, c'est vraiment les plus rétrogrades de la planète. Mais les Américains, ça ne les dérange absolument pas d'aller discuter avec les talibans à l'époque, et de les financer, et rebelote, de les entraîner, et de les armer pour qu'ils prennent le pouvoir en Afghanistan sur les Moudjahidines. Et donc là, du coup, aidés par une telle puissance, la puissance américaine, eh bien en 97, les talibans prennent le pouvoir. Donc là, les Américains se frottent les mains, et la compagnie Unocal aussi se régale, ils disent, bah écoute, on les a aidés, on les a financés, on les a armés, donc ils vont faire des affaires avec nous. Donc ils y vont. Et la nouvelle déculottée, après un an de négociations avec les talibans, donc au départ ça partait bien, Unocal commence à fabriquer tout ça, mais au bout d'un an, l'Afghanistan devient totalement incontrôlable parce que les talibans sont vraiment trop fanatiques. L'alliance entre Ben Laden et oui, parce que du coup, ça vous le savez tous, Ben Laden c'était celui qui se battait contre les Moudjahidines et qui a été financé, armé et entraîné par les Américains. Donc l'alliance entre Ben Laden en Afghanistan et le Mollah Omar, qui est le chef des talibans, rend le pays totalement incontrôlable.
Et les talibans, eux aussi, commencent à demander un petit peu trop d'argent ou un petit peu trop d'avantages aux Américains. Donc, ça foire, et la compagnie Unocal ne peut pas créer leur gazoduc dans l'Afghanistan. Et là, d'autant plus, quelque chose qui rentre en jeu, c'est la Chine. La Chine, eux, commence à rentrer et à pénétrer l'Afghanistan. Ils envoient des Chinois, ils créent des commerces, des restaurants, et ils commencent à faire affaire avec les talibans. Et là, du coup, les États-Unis sont comme ça. Là, gros flip des Américains, parce que c'est vraiment quelque chose de central, l'Afghanistan. On en parlera un petit peu après aussi, pourquoi c'est un pays qui est essentiel dans le jeu du monde, dans le grand jeu du monde. Là, totalement incontrôlable, viré par les talibans, qu'ils avaient financés, armés et tout ça. Et en plus, c'est la Chine qui commence à rentrer. Donc là, les Américains prennent peur, c'est la catastrophe pour eux. Alors, si j'étais provocateur, je dirais par chance, il y a le 11 septembre. C'est provocateur, parce qu'évidemment, on va respecter la douleur, tout ça, des familles à New York. Mais donc le 11 septembre 2001, du coup, 3 jours après, vous savez le 11 septembre, vous savez tous ce que c'est, 3 jours après, les Américains disent c'est Ben Laden, qui est en Afghanistan, et ce sont les talibans. Honnêtement, les preuves, il y avait effectivement, il ne faut pas être totalement complotiste et tout ça, il y avait effectivement au sein de l'Afghanistan des talibans, des dizaines de réseaux terroristes, islamistes, voilà, ils envoyaient des djihadistes un peu partout, c'était effectivement une base de fanatiques islamistes, clairement. Mais bon, 3 jours après le 11 septembre, on dit c'est l'Afghanistan qu'il faut envahir. Et bon, il s'avère, on s'est rendu compte que les Américains avaient des plans d'invasion de l'Afghanistan avant le 11 septembre. Donc ça les arrangeait bien de retourner dans le pays à cause de ce que je viens de vous dire, des Chinois et des talibans qui ne voulaient pas créer ce gazoduc au milieu de leur pays. Donc là, mandat de l'ONU, et il lance, ça retenait aussi, c'est marrant, le 7 octobre 2001, Liberté immuable, c'était le nom de la guerre, c'est le nom de leur plan, de leur campagne. Et à chaque fois que les Américains font une campagne, ils mettent liberté dedans, ils pensent que ça passe mieux, c'est assez drôle. Donc en 2003, les forces de la coalition passent le commandement de l'OTAN. Et alors figurez-vous, une fois que les Américains gagnent la guerre, en tout cas dans la capitale et tout ça, ils font élire un président de l'Afghanistan, et qui est Hamid Karzai, vous connaissez, vous avez entendu son nom. Il faisait quoi à votre avis, Hamid Karzai, juste avant d'être élu président de l'Afghanistan? Et bien figurez-vous que c'était le représentant de la compagnie Unocal en Afghanistan. C'est-à-dire que celui qui négociait pour la compagnie américaine avec les talibans et avant avec les moudjahidines, c'était Hamid Karzai. Donc c'est un président élu par le peuple afghan, comme vous imaginez, et qui, comme par hasard, c'était celui qui représentait Unocal en Afghanistan. Et il faut savoir aussi, petite parenthèse, que la charia est appliquée toujours en Afghanistan. C'est-à-dire que, comme en Libye aujourd'hui, c'est moins dur que sous les talibans, c'est vrai, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais la charia fait partie du droit afghan aujourd'hui. Donc quand les Américains vous racontent qu'ils sont allés là-bas pour éradiquer la charia ou ce genre de choses, c'est totalement faux. La charia est appliquée par Hamid Karzai. Bon. Donc là, écoutez, pas besoin de vous dire comment ça se passe, vous êtes tous au courant que c'est un bourbier, que les Américains s'y enferment, comme au Vietnam, que de toute façon la plupart des spécialistes militaires, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, dans n'importe quel pays du monde, tout le monde sait que la guerre est perdue, parce que l'Afghanistan est un pays qui ne se soumet pas comme ça. Et je trouve ça d'ailleurs plutôt joli, parce que qu'il y ait des constantes historiques, parce que de temps en temps, soit Alexandre le Grand, où les armées se battaient avec des armures et des épées et des sarisses, qu'avec l'armée américaine hyper développée en technologie et tout cela, c'est la même chose, on n'arrive pas à soumettre ce peuple. Et je trouve que voilà, que ce soit la même chose il y a 2500 ans qu'aujourd'hui, je trouve que c'est des constantes historiques qui sont assez belles. Alors, les raisons américaines d'être en Afghanistan, outre le gazoduc Unocal, qui est effectivement la raison principale, c'est extrêmement important, il y en a d'autres, et donc c'est sa place régionale. La place de l'Afghanistan permet d'une, l'encerclement de l'Iran, qui est, comme on va le voir ensuite, l'ennemi numéro 1, de se rapprocher du Pakistan, d'être à côté du Pakistan et de le surveiller, parce que le Pakistan, qui est un pays totalement islamisé, mais qui est un allié des Américains, donc là il ne pose pas de problème, il en pose tout de même un petit peu des problèmes, parce que c'est un allié qui est douteux. Voilà. Donc il faut être proche de lui, il faut le surveiller, parce que les Américains ne sont pas très sûrs du Pakistan, et ils ont bien raison, parce que c'est vrai que c'est un allié très, très douteux, qui joue souvent double jeu.
Et puis surtout, être en Afghanistan permet de contrôler la Chine, d'encercler la Chine, parce que l'Afghanistan est assez proche, on aller sur une carte de la Chine, et donc ça permet l'encerclement stratégique de la Chine. Et puis les mauvaises langues, encore une fois, racontent, comme je vous ai dit tout à l'heure, le trafic de drogue mondiale. L'Afghanistan est le premier pays producteur de pavot, du champ de pavot. Donc en gros, les trois quarts de l'héroïne et de l'opium, il n'y en a plus beaucoup d'opium maintenant, mais de l'héro qui arrive partout aux États-Unis, en Occident, en France, partout, il part d'Afghanistan. Donc les mauvaises langues disent que ça permet aussi aux Américains de contrôler l'essentiel de la production mondiale de drogue. Voilà. Et ça, c'est les mauvaises langues qui le disent, c'est pas moi. Hein. L'Irak maintenant. On passe à l'Irak. Ça aussi, c'est une guerre qui nous a marqué, on en a beaucoup parlé, puis en plus la France, pour le coup, a dit non. Alors, il faut savoir que l'Irak est dans le collimateur donc, des États-Unis depuis assez longtemps. Donc, vous savez qu'en 90, il y a eu la première guerre du Golfe, à laquelle la France a participé, qu'il y a eu des bombardements qui ont été réguliers après pendant 10 ans, et qu'il y a eu un embargo qui aurait fait peut-être 2 millions de victimes, dont 500 000 enfants. Donc les Occidentaux et les Américains sont quand même mal placés pour donner des leçons en termes de qui il faut diaboliser ou qui il faut, voilà, qui est gentil, qui est gentil, qui est méchant, parce que c'est quand même 2 millions de victimes et 500 000 enfants qui sont tués en Irak en 10 ans, de 91 à 2000. Donc l'Irak, c'est un pays, vous savez, donc depuis la prise de pouvoir de Saddam Hussein, c'est un pays qui est laïque, et c'est là aussi retenez, un pays laïque qui est nationaliste, qui est porteur du panarabisme, donc le panarabisme avec Nasser, vous savez, c'était donc un mélange entre un peu de socialisme, un peu de nationalisme, une économie qui était planifiée, ça retenait aussi, parce que Marine, c'est aussi ce qu'elle veut faire, l'économie planifiée, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement dans le libéralisme, mais on n'est pas non plus dans le communisme, c'est un mélange des deux, la troisième voie, ce genre de choses. Et Saddam Hussein appliquait ça en Irak, c'est un pays laïque, comme je vous l'ai dit, donc là-bas les gens étaient musulmans, plutôt qu'en Irak il y avait des chiites et des sunnites, mais au moins ils se tapaient pas sur la gueule à cause de leur confession, parce que voilà, c'était laïque, mais pas la laïcité payon, hein, vous comprenez ce que je veux dire, la laïcité où ça passe après, l'important c'est d'être irakien, hein, c'est ce que je veux dire, c'était le nationalisme qui passe avant les fractures religieuses. Donc très rapidement, du coup, l'Irak devient un pays très très riche, l'un des plus puissants du monde arabe, et même une très grande économie mondiale. En 80, par exemple, il y a une autosuffisance alimentaire, ce qui est le cas unique des pays arabes en règle générale. Un système éducatif très très performant. Les universités irakiennes sont célébrées de par le monde. Donc les femmes vont à l'université, vraiment, tout ça est très développé. Et c'est le deuxième pays exportateur de pétrole. Il y a près de 12% de croissance dans les années 80. Années 110, pardon, fin des années 110. Voilà, une nationalisation des puits de pétrole. Et l'Irak est un pays qui est, pour un pays du coin, du Moyen-Orient, il y a beaucoup de problèmes. C'est un pays qui est vraiment très riche, et ça va plutôt bien. C'est effectivement sous une dictature bassiste, régime pan-arabe, mais voilà, les Irakiens, il n'y a pas d'immigrés irakiens. Vous voyez ce que je veux dire? Les Irakiens, ils restent en Irak parce qu'ils sont contents chez eux. Bon, le problème, c'est que aux États-Unis dominent les néoconservateurs autour de Bush à l'époque. Donc là, vous savez ce que c'est qu'un néoconservateur, c'est quelqu'un aux États-Unis qui considère que l'Amérique a une destinée manifeste, qu'elle est là pour dominer le monde, que la civilisation américaine est la plus efficace, la plus bénéfique à toutes les populations et aux individus, et donc qu'elle a à s'exporter et qu'elle a à abattre l'axe du mal, dont fait partie en premier lieu l'Irak. Voilà, donc ça vous êtes tous au courant, on a beaucoup parlé de ça, c'est pour ça que sur l'Irak je passerai un petit peu plus vite. Donc là, il y a le coup des armes de destruction massive, liberté de l'Irak, la campagne américaine qui se lance s'appelle liberté de l'Irak. En 2003, fin de la guerre, occupation. Donc ça, vous savez toute cette histoire. Maintenant, pourquoi ils sont allés en Irak? Pourquoi? Pour une bombe Parce que Saddam Hussein menaçait d'utiliser une bombe atomique, d'avoir des armes nucléaires. Non, c'est là, ça va nous renseigner sur l'Iran aussi. Bon. Alors, la stratégie globale, d'abord, de la puissance américaine, c'est de s'assurer, évidemment, les puits de pétrole, vous le savez, pourquoi? Non pas pour eux-mêmes, mais parce que du coup, s'ils contrôlent
s'ils ont le contrôle de la dépendance énergétique des autres pays, notamment de leurs rivaux comme la Chine, et bien, du coup ils ont une arme, ils ont un moyen de pression qui est très très fort. Donc avec l'Irak, qui est au troisième rang de réserve mondiale de pétrole, quand vous l'associez avec le contrôle de l'Arabie Saoudite, ce qu'ils ont, du Koweït, ce qu'ils ont, du Qatar, ce qu'ils ont, du Bahreïn, ce qu'ils ont, des Émirats Arabes Unis, que des démocraties, hein, je vous parle, qui sont alliés aux États-Unis, les États-Unis contrôlent plus de 50% de la production mondiale du pétrole. Donc du coup là, ils ont un moyen de pression qui est très très fort sur la Chine et sur l'Europe, parce que ils peuvent dire, si vous ne nous obéissez pas, on vous coupe les puits, et vous n'avez plus d'essence, et c'est très embêtant. Donc là, ça leur donne un avantage stratégique qui est très important. Deuxième raison, c'est qu'il faut, il est très important pour les Américains de casser tout ce qui peut concourir à l'émergence d'un monde multipolaire. Ils sont déjà embêtés avec la Chine et avec la Russie. Vous savez ce que c'est qu'un monde multipolaire? C'est un monde qui est divisé en différentes régions. Dans chaque région, il y a une puissance qui domine particulièrement. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un monde unipolaire où les États-Unis dominent tout de manière unilatérale, mais dans chaque région, il y a un fort. Et en l'occurrence, le Moyen-Orient et le monde arabe ne possèdent pas, enfin, ils n'ont pas, les Américains ne veulent pas que ces régions-là possèdent une puissance régionale dominante. D'autant plus que cette puissance dominante régionale pourrait faire de l'ombre à Israël, qui est l'allié numéro 1 des États-Unis dans la région. Il faut donc à tout prix diviser toutes les grandes nations du Proche et Moyen-Orient, les diviser, les détruire, les affaiblir, pour que les pays aux alentours ne puissent pas s'agglomérer autour d'une grande puissance, et pour qu'Israël garde sa suprématie militaire dans la région. Donc à chaque fois, c'est facile, on joue sur les fractures ethniques, parce qu'il y en a effectivement dans tous ces pays, il y en a en Irak, il y en a au Liban, on va le voir, il y en a un peu de partout, donc les Américains jouent là-dessus, et puis ils font des guerres quand ils le peuvent, comme ils l'ont fait en Irak, afin de détruire complètement ces pays. Et donc du coup, j'aimerais quand même vous faire remarquer que l'Irak, qui était partie des 10 puissances mondiales, qui avait un rôle à jouer sur la scène du monde, qui était sur la scène diplomatique mondiale, a totalement disparu de la scène mondiale. L'Irak est un pays qui n'existe plus. Il existe toujours, il y a toujours la ville, il y a des populations qui souffrent aujourd'hui de divisions ethnico-religieuses, en particulier religieuses, mais c'est un pays qui n'a plus de voix mondiale, ne peuvent plus imposer quoi que ce soit, et voilà, c'est un pays qui a disparu, les Américains ont réussi. Et c'est donc un pays qui ne fait plus peur du tout aussi à Israël, et donc aux États-Unis. Donc voilà pour l'Irak. Maintenant on se rapproche, on arrive en Libye. Donc là, historique sur la Libye, donc le colonel Kadhafi prend le pouvoir en 69. Et il se réclame lui aussi, la pensez-y, du panarabisme, et de cette idéologie plutôt bassiste qui est donc du nationalisme, qui est donc du dirigisme en économie, une sorte de socialisme, mais pas le socialisme du PS, hein, du vrai socialisme où l'État ne laisse pas tout faire n'importe quoi dans son pays, et surtout contrôle bien qui des puissances étrangères vient dans son propre pays pour piquer les richesses. Voilà. Donc c'est un régime nationaliste, et dans lequel justement la religion est mise un peu de côté, l'islam est mis un peu de côté. Donc économie dirigée, nationalisation des puits de pétrole, la Libye est l'un des premiers pays exportateurs, le niveau de PIB par habitant est l'un, voire le plus riche de l'Afrique. Donc là c'est pareil, dites-vous, il n'y a pas d'immigrés libyens, en tout cas maintenant on va en avoir. Mais il n'y a pas d'immigrés libyens dans les années 80-90, on a des immigrés qui viennent de beaucoup d'endroits, en particulier musulmans, dans des pays musulmans, mais en Libye il n'y a pas d'immigrés libyens. Parce que c'est un pays riche qui fonctionne, c'est un pays nationaliste, économie planifiée, la richesse est redistribuée aux populations, sans doute pas parfaitement, mais bon, ça marche plutôt pas mal. Alors au départ, il y a des débuts houleux entre Kadhafi et l'Occident, parce que Kadhafi est un peu provocateur, il est un peu taquin, il soutient pas mal de mouvements dits terroristes, pas religieux, mais voilà, différemment terroristes. Ça cause un petit peu des problèmes avec les États-Unis, ce qui est normal d'ailleurs. Il commet des attentats, il part directement en Libye, donc c'est normal que les Occidentaux lui en veulent. Mais il se calme à l'orée des années 2000, puisque lui aussi, Kadhafi, en tant que dirigeant pan-arabe, en tant que dirigeant nationaliste, va avoir les islamistes qui vont s'opposer à lui. Et donc du coup, dans le contexte du 11 septembre,
où les Américains veulent faire la guerre, maintenant ils changent leur fusil d'épaule et veulent faire la guerre aux islamistes, pour être crédibles, ils ne peuvent pas faire la guerre à ceux qui font aussi la guerre aux islamistes. Donc Kadhafi commence à s'entendre à nouveau avec les Américains et avec les Occidentaux. Alors, je vous fais un point sur le coup des islamistes, parce que vous pouvez pas, sans doute la plupart d'entre vous sont au courant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a chez les musulmans, dans les pays arabes, il y a soit le panarabisme, justement, où ce sont des leaders nationalistes, basés sur des bases rationnelles, l'économie planifiée, plutôt assez moderne, moderniste, rationnelle, ou c'est du nationalisme, mais donc pour leur propre pays, mais qui a un projet aussi panarabe d'unification des pays arabes, en tout cas pas d'unification, mais d'alliance forte des pays arabes entre eux, une sorte d'Europe des pays arabes, pour constituer une véritable puissance indépendante dans le monde. Ça c'est le panarabisme. Et vous avez donc, c'est pour ça que certains ne comprennent pas pourquoi les islamistes les attaquent. C'est bien, parce que les Arabes, ils veulent faire des choses ensemble et tout ça. Les islamistes, ils veulent autre chose, ils veulent à tout prix détruire les pays arabes, ils veulent détruire la Syrie, ils veulent détruire la Libye, ils veulent tout ce qui est nation arabe, parce que les islamistes ne reconnaissent pas les nations, soi-disant qu'il y a un... Mais tout ça, et je ne suis pas du tout spécialiste de l'islam, mais soi-disant qu'il y a dans le Coran un mot du prophète qui dit que les nations ne doivent pas exister, et que ce qui compte c'est le califat, c'est-à-dire l'unification de tous les musulmans dans le califat, le rêve fantasmé du califat, du premier islam, qui était effectivement tous les musulmans sous une même bannière, sous un même drapeau, dans un même pays, d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est pour ça que les islamistes en veulent terriblement à tous les dirigeants nationalistes arabes, parce que leur but c'est de tuer les nations arabes. Et là les Américains, ça les intéresse, du coup, les islamistes, parce que c'est aussi leur intérêt d'affaiblir les nations arabes. Donc, du coup, il y a une alliance, une connivence entre les Américains et les islamistes. Donc, avec Kadhafi, au début, à l'orée des années 2000, ça se passe bien. Il y a plusieurs accords avec la France. Le pétrole commence aussi à être un petit peu exploité par des entreprises occidentales, mais tout en étant l'argent récupéré continue à être distribué au peuple libyen. Il y a un contrôle de l'immigration, on a besoin de la Libye aussi pour contrôler la population immigrée subsaharienne d'Afrique, donc ça se passe plutôt bien. Et vous savez, c'est ce qui fait qu'on finit par voir Kadhafi dans les jardins de l'Élysée, hein, vous les avez vus, où il a planté sa tente, tout se passait, a priori c'était la lune de miel, ça se passait plutôt bien avec Kadhafi. Alors que s'est-il passé, justement? C'est là la question. Pardonnez-moi. Alors dans le cadre des révolutions arabes de 2011, alors il y a une attaque suicide. Donc il commence à y avoir des attaques suicides, en particulier une grosse attaque suicide sur une caserne militaire donc en Libye, et les djihadistes commencent à prendre énormément d'armes, un peu ce qui s'est passé en Albanie, et commencent à s'armer militairement. Alors là, apparaît à nouveau le Human Rights Watch, dont je vous parlais tout à l'heure, et il commence à déclarer que 180 rebelles sont massacrés dans d'effroyables conditions, pareil, des enfants tués, tout ça. Donc c'est totalement affreux. Et la rébellion commence en Libye à être financée très fortement par les Qataris, les Saoudiens, comme toujours, qui eux financent les djihadistes. Et puis effectivement, la constitution de la nation libyenne, c'était ces trois grosses tribus. Donc le clan de Kadhafi, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, était au pouvoir en Libye, donc les autres tribus qui ne sont pas forcément djihadistes, mais ont envie de prendre leur part du gâteau, donc commencent à se rebeller un petit peu et tout ça, et donc il se crée un climat en Libye de rébellion. Mais le fer de lance de cette rébellion, ce sont les djihadistes islamistes. À partir de là, BHF se met à faire son numéro, vous savez, on l'a tous vu il n'y a pas très longtemps. Donc BHF fait son numéro, qui marche très bien en France, donc ça aussi, c'est quand vous parlez à des Français, si vous voulez, nous, en France, on est traumatisés par 89, par la Révolution française. Du coup, on a tendance à voir tout ce qui se passe dans le monde à travers le prisme de 89. C'est en plus beaucoup plus compliqué, donc des idées très simples sur 1789, 1789, qui sont... Il y a un roi, un despote, un tyran, un dictateur, ce que vous voulez, qui est méchant, qui oppresse son peuple, et il y a un peuple gentil, machin, qui fait la guerre à son tyran. Voilà. Et les Français ont tendance, parce qu'ils pensent que ça s'est passé comme ça en 89, durant la Révolution française, ils ont tendance à appliquer ce modèle-là partout dans le monde. Donc il est très facile de leur vendre le coup du méchant dictateur qui oppresse son peuple, et du peuple qui se rebelle, uni contre les méchantes forces militaires,
de Kadhafi, de Saddam Hussein, de tout ce que vous voulez. Et qu'il faut soutenir ce peuple parce qu'il nous fait penser à nous lors de la prise de la Bastille. Il est très facile d'avoir les Français avec ces débilités. Donc BHL fait son numéro, la France, l'Angleterre et les États-Unis bombardent le régime, il tombe, comme vous le savez, et on installe la démocratie en Libye avec l'application de la charia. D'ailleurs, donc c'est un pays divisé, aujourd'hui il y a des actes terroristes et tout ça, c'est un pays qui aussi est sorti plus ou moins de la scène du monde. C'est d'autant plus drôle d'ailleurs que Bernard Lévy, vous avez vu, qui a fait son film complètement mytho sur la Libye, où il est en chemise à côté des bombardements et tout, enfin les bombardements qui ont été rajoutés par Spielberg à l'arrière, enfin, qui après n'a pas pu revenir en Libye en tant que juif. Donc, mais lui il s'en fout, lui de revenir en Libye, il a foutu le bordel là-bas, il n'a pas envie d'y revenir. Mais vous voyez à quel point c'est quand ils disent qu'ils se battent pour la démocratie, ils mettent des régimes qui interdisent les juifs de rentrer en Libye, ce qui prouve même qu'ils mettent en place des régimes, voilà, vous avez compris. Alors, mais bon, comme je vous l'ai dit aussi, BHL se moque complètement de retourner en Libye, c'est bon, il n'ira pas passer ses vacances là-bas, il a foutu la guerre là-bas, maintenant il est tranquille, il est reparti à Paris, à New York et à Tel Aviv. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé donc exactement en Libye? Alors, Kadhafi a fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas. Le pauvre Kadhafi, il s'est mis à dos la France, l'Angleterre et les États-Unis. Vous allez voir pourquoi, les vraies raisons. Pourquoi est-ce que Sarkozy a été aussi en premier? Pourquoi est-ce que la France, là, on était les plus agressifs? Et vous le verrez aussi par rapport à la Syrie. Pourquoi est-ce qu'on est les plus agressifs? On pense, quand on ne fait pas de géopolitique, quand on fait juste de la politique de bistrot, on dit est-ce qu'on est totalement soumis aux Américains, on est des chiens, tout ce qui est vrai, évidemment que c'est vrai. Mais vous allez voir pourquoi, sur certains cas, on ne rentre pas, on suit les Américains, et sur d'autres cas, comme en l'occurrence avec la Libye et aujourd'hui la Syrie, pourquoi est-ce qu'on est en première ligne? Vous allez voir, parce qu'il y a aussi des intérêts français là-dedans, qui pourraient être meilleurs si on avait une autre approche, mais bon. Alors, Kadhafi s'est mis tout le monde à dos. Alors, la France avait essayé d'obtenir de Kadhafi, d'où l'attente dans le jardin de l'Élysée, une position privilégiée pour Total, et qu'il n'avait pas pu obtenir. C'est vrai que Total commençait à exploiter un petit peu le pétrole libyen, mais il n'avait pas pu obtenir, Sarkozy et la France, une position privilégiée pour Total. Le risque pour les compagnies pétrolières occidentales, c'était que Kadhafi fasse, comme beaucoup d'autres dirigeants arabes, pan-arabes, se mettent un jour à nationaliser complètement tous les puits de pétrole. C'était toujours un risque, donc le pays pouvait difficilement faire confiance à cet homme-là qui pouvait décider un jour de virer tous les étrangers, les compagnies étrangères de pétrole de Libye. Donc c'était un petit peu inquiet. Donc la France a signé, vous allez voir pourquoi après, la France a signé un accord avec le Conseil national de transition, c'est sorti ça, pour avoir 35% des réserves de pétrole de Libye, une fois que Kadhafi aura été tombé. Donc aujourd'hui, vous savez que la France a 35% des réserves de pétrole exploitées par Total, et que le Qatar a acheté le jour de cet accord 3% des actions de Total. Donc en gros là c'était directement un plan entre le Qatar, la France, si on peut appeler ça la France, pour foutre en l'air Kadhafi. Et vous inquiétez pas, les Anglais se sont coupés une belle part du gâteau, et les Américains aussi ont bien récupéré ce qu'ils souhaitaient. Alors autre chose, donc, du coup, ils ont fait la guerre, ça comme on le sait, comme on l'a vu avec l'Irak, comme on l'a vu avec tout ça, ils ont fait la guerre pour le pétrole, argument classique que l'on connaît, ça n'importe quel Français maintenant, c'est ils font pas la guerre pour ça, ils font la guerre pour le pétrole, tout le monde peut le dire. Mais il y a d'autres raisons. Petites raisons comme ça, mais qui sont intéressantes. Kadhafi était un panafricain, enfin il aidait vraiment il avait un tropisme particulier pour les pays africains, il voulait les aider à se développer. Vous savez, ce dont on nous parle sans arrêt, il faut aider l'Afrique à se développer, soi-disant qu'ils ont quelque chose à faire de l'Afrique. Bon. En l'occurrence, ils ont abattu un dirigeant en Libye qui, lui, pour le coup, aidait concrètement l'Afrique. Et il venait de lancer un grand projet de satellites. Donc les satellites contrôlent les télécommunications, vous le savez, dans le monde. Et donc, il faut savoir que tous les pays africains, toute l'Afrique, louent, parce que on loue en fait, c'est comme l'Internet, on loue un satellite, les pays africains louent des satellites européens pour que les Africains puissent téléphoner, utiliser Internet, tout ça. Ce sont des satellites européens qui gèrent l'Afrique, le continent africain. Ça coûte aux pays africains en moyenne 500 millions par an. Voilà,
500 millions par an, c'est une bonne rente, 500 millions qui tombent tous les jours, enfin tous les ans, pardon, pour les compagnies européennes qui gèrent les satellites. Et donc, figurez-vous que Kadhafi a voulu lancer un grand programme de satellites africains, pour que les Africains n'aient plus à payer quoi que ce soit aux compagnies européennes et occidentales, pour avoir leur propre satellite, leur propre réseau de télécommunications. Donc ça, l'Europe ne pouvait pas le supporter. Donc là, vous avez vu, Kadhafi venait de se mettre à dos, donc la France avec le pétrole, l'Angleterre et une partie des pays européens avec le coût des satellites. Maintenant, pourquoi les Américains, eux, ils en avaient particulièrement après Kadhafi? Alors là, c'était l'erreur absolue qu'a fait Kadhafi. Donc premier, soutenir ses alliés français et anglais, car maintenant les Américains savent que les Anglais et les Français sont totalement atlantistes, il n'y a pas de problème, donc on peut les soutenir parce qu'ils font partie du même camp. Voilà. Et vous savez qu'avec le traité commercial européen, américain, euro-atlantiste, on sera des Américains. Notre projet à nous, enfin le projet de ceux qui dirigent, notre perspective à nous, c'est d'être tous des Américains demain. J'espère que ça ne vous fait pas plaisir. En tout cas, moi ça ne me fait pas plaisir. Mais donc, parce que ce sont les alliés aujourd'hui totalement soumis, qu'on a viré du Quai d'Orsay depuis Nicolas Sarkozy, les derniers restes de gaullistes qu'il y avait, de pro-arabes, ils ont tous été virés. Je peux vous garantir que si vous connaissez des gens qui travaillent un peu au Quai d'Orsay, ils vous disent qu'il en restait quelques-uns sous Chirac, quelques-uns cachés dans un coin, dans les placards. Sarkozy les a virés tous, maintenant il n'y a plus que des atlantistes au Quai d'Orsay. Et en Angleterre, donc c'est ça depuis très longtemps, c'est un allié traditionnel. Donc il y avait soutenir les alliés français et anglais, récupérer le pétrole et le gaz libyen, et puis à la raison américaine, il y avait aussi à battre le dernier c'est le Syrien, l'avant-dernier représentant de cette idéologie, si je puis dire, de ce régime, de ce gouvernement bassiste, ce gouvernement nationaliste, ce gouvernement dirigiste en économie. Là, il fallait le dégager. Il en reste un sur le tableau mondial, ce qui est Bachar al-Assad, on en parlera après. Donc il est capable de pousser les pays arabes à être nationalistes, à être rationnels, et donc à être indépendants et forts. Alors surtout, la grande erreur de Kadhafi, c'est qu'il s'en est pris au dollar et à Wall Street. Alors là, il faut savoir, le dollar, ça fait pas mal de temps que je vous en parle, qu'un jour on fera une conférence, une intervention sur le système monétaire international qui est extrêmement compliqué, mais qui est extrêmement important. Il faut que vous sachiez que la première puissance américaine, l'arme numéro 1 des États-Unis, sans quoi ils ne sont rien, c'est le dollar. C'est la source première de leur puissance, c'est le fait que la devise d'échange mondial, c'est le dollar. Je vous expliquerai un jour pourquoi, on fera, c'est vraiment très intéressant, même si c'est compliqué. Et donc Kadhafi a eu l'idée, juste après Saddam Hussein, parce que voilà, Saddam Hussein avait eu cette idée avant, qui n'est pas étranger, j'en ai pas parlé pour l'Irak, parce que je voulais vous en parler pour Kadhafi. Il a eu l'idée de mettre en place une nouvelle devise, une devise africaine, qui soit basée sur l'or. Vous savez que le dollar, justement, ce qui fait la puissance américaine, c'est que depuis Nixon, le dollar n'est plus basé sur quelque chose de réel, ni sur l'or, ni sur l'argent. Et donc c'est une monnaie de singe, une monnaie qu'on crée comme ça. Les Américains, avec le QE, créent 1000 milliards par mois presque. En gros, ils se créent de la monnaie eux-mêmes. C'est comme si vous pouviez vous créer de la monnaie sortant de votre poche, ce serait intéressant. Et les monnaies font ça, et les autres pays ne peuvent pas, parce qu'ils sont obligés d'échanger en dollars, mais ils n'ont pas le droit de la produire. Donc les Américains gagnent avec ça 1000 milliards par an, juste en créant de la monnaie comme ça, que les autres pays n'ont pas. Donc c'est ce qui permet de financer leur déficit et de financer leur campagne militaire partout dans le monde. Donc si jamais il y a des projets dans le monde qui sont d'ordre de rétablir des monnaies qui soient liées avec quelque chose de réel, à savoir l'or et l'argent, c'est très très dangereux pour les Américains. Et donc là, Wall Street a flippé. Et puis aussi, il était en train de demander qu'on mette fin au pétrodollar, c'est-à-dire qu'on puisse désormais payer les hydrocarbures libyennes, le gaz et le pétrole libyen, non plus en dollars, comme c'est fait aujourd'hui, on est obligé, c'est le pétrodollar. Maintenant, si vous achetez du dollar, vous êtes obligé de l'acheter si vous achetez du pétrole, vous êtes obligé de l'acheter en dollars. Et bien là, Kadhafi était commencé à dire, les gars, vous pouvez m'acheter mon pétrole et mon gaz avec d'autres monnaies que le dollar. Et en particulier, vous pouvez me l'acheter avec quelque chose de réel, pour le coup, qui s'appelle l'or. Là, les Américains, c'est la source même de leur puissance, ils ont dit stop. Donc, il y a une autre raison qui a énervé Wall Street, et c'est la dernière, et j'aimerais que vous y réfléchissiez, c'est que figurez-vous que la Libye était un pays qui n'était pas endetté. Voilà. Donc, vous savez que les banques, Wall Street vous tient,
parce que vous êtes endetté. Je vous rappelle que nous, la France, on a 2000 milliards d'euros de dette, et donc on est tenu par les banques, c'est elles qui sont nos maîtres et qui nous dirigent. Et bien la Libye, figurez-vous, avait aucun déficit, enfin, avait aucun endettement, donc Wall Street n'avait aucun contrôle sur la Libye. Et puis en plus, voilà, simplement du racket, il y avait 140 tonnes d'or qui étaient tranquillement en Libye, et plus de 150 milliards qui étaient disséminés dans différents comptes étrangers pour disparaître. Donc l'Amérique, en déclenchant la guerre avec la France et l'Angleterre, à Kadhafi, a récupéré 150 milliards et plus de 140 tonnes d'or. Donc c'est intéressant. Donc là toujours pareil, prétexte humanitaire, bidon, parce qu'il n'était pas du tout... On a dit que Kadhafi allait rentrer dans Benghazi et massacrer la population. En fait, ça s'est pas passé, on ne sait pas du tout ce qu'il aurait fait. C'était des djihadistes islamiques en face, donc il a le droit quand même de se défendre face à eux. Utilisation de fractures ethniques et de fractures religieuses, soutien aux djihadistes, et le rôle prééminent du pétrole et de Wall Street. Voilà la cause de la guerre de la Libye. Alors maintenant l'Iran. Pourquoi je vous parle de l'Iran? Parce que on va venir à Damas, à la Syrie, par l'Iran. Parce qu'en gros, si aujourd'hui on s'en prend à l'Occident, s'en prend à Damas, c'est parce que Damas est sur la route de Téhéran. Alors, donc avec tout ce qu'on a pu voir là, des guerres précédentes, on peut deviner pourquoi les États-Unis en veulent à Téhéran et à l'Iran, qui est l'ennemi vraiment numéro un. Alors bien sûr, vous avez compris, c'est parce que c'est une méchante dictature qui ne respecte pas la démocratie et je ne sais pas, qui font partie des méchants. Et parce que oui, voilà, ils veulent avoir une bombe atomique, une bombe nucléaire. Alors que vous savez, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus, une petite anecdote, c'est que Chirac, pendant qu'il était encore président, je crois, donc c'était en 2006, lors d'un entretien, je ne sais plus où, mais vous pouvez taper sur internet et le retrouver, a dit, il avait comme ça quelques éclairs gaullistes, il ne faut pas être chiracien pour autant, c'est un vrai pourri de chez pourri, mais parfois il a dit c'est un bobard complet le coup de la bombe nucléaire iranienne, parce que on dit que ce serait une menace pour le monde, ce qui effectivement, si la bombe atomique était aux mains de fanatiques islamistes complètement tarés, et si elle était aux mains d'Al-Qaïda, oui, ce serait une véritable menace pour le monde. Sauf que l'Iran, c'est un vieux pays nationaliste, plutôt rationnel, il faut lire ce qui est écrit sur les chiites sont une école religieuses dans l'islam qui sont sans aucun doute les plus rationnelles et les plus organisées, les plus hiérarchiques en tout cas. Et puis Chirac a déclaré donc que c'est totalement absurde d'avoir peur d'une bombe iranienne, parce que même si l'Iran avait une bombe, si elle s'amusait à lancer la bombe sur Israël par exemple, ou sur n'importe quel autre pays du monde, la bombe aurait à peine décollé de 30 cm que l'Iran serait rasé. Parce que à cause de la surveillance des satellites et tout ça, les missiles américains, les missiles israéliens qui sont tous pointés sur Téhéran, on peut savoir exactement quand est-ce qu'un missile décolle. Donc en gros, si Téhéran lançait une bombe atomique, ce serait du suicide, en moins d'une minute, il n'y aurait plus d'Iran. Voilà. Donc Chirac, il a déclaré, il a dit, donc en gros, il ne faut pas avoir peur d'une bombe atomique iranienne. Et là, il s'est fait taper sur les doigts, il y a eu la diplomatie américaine qui est rentrée, tout ça, et il a retiré ce qu'il a dit. Vous pouvez taper cette histoire, c'est sur internet, c'est hallucinant. Il a retiré ce qu'il a dit qu'on l'avait mal compris et tout ça, et qu'effectivement, il fallait avoir très peur de la bombe iranienne. Donc, alors, l'historique rapide sur l'Iran. Alors, le Shah d'Iran, qui était donc le roi, le Shah, c'était le roi iranien, était un allié des États-Unis au début, qui était très francophile, le Shah d'Iran. Toute la famille royale iranienne parlait français, ils aimaient la France, c'était encore où la France était respectée et était admirée dans le monde. C'était une vieille époque, malheureusement nous on ne connaît plus, surtout avec Hollande. Mais contrairement à ce qu'on raconte, ce que j'ai vu, certains racontent ça parmi les gens un peu de chez nous, disent que le chat c'était pas un chat, c'était un chien. C'est faux, parce qu'il a mené une politique d'indépendance sérieuse, avec Mossadegh notamment. Il a commencé justement, qui est Mossadegh, qui était son premier ministre, qui a eu la mauvaise idée de vouloir nationaliser les puits de pétrole en Iran. Et là, donc, il s'est fait renverser par les pressions américaines et tout, et anglaises aussi, parce qu'à l'époque c'était surtout les compagnies anglaises qui géraient l'Iran. Et on a voulu faire en sorte que surtout pas il y ait un pouvoir pan-arabe, nationaliste, en Iran. Et donc, qu'ont fait les Américains? Ils se sont dit, comme avec les Saoudiens, on s'entendra mieux avec les islamistes.
Donc on a soutenu les islamistes et on a soutenu la chute du Shah. Ils pensaient qu'ils allaient bien s'entendre avec eux. Eh bien non, donc en 1979, il y a la République islamiste d'Iran, et là où ils se sont plantés, les Américains, c'est que ce ne sont pas des islamistes, des musulmans comme des sunnites, des wahhabites un peu trop fanatiques, justement. L'islam chiite iranien est un islam nationaliste. Donc en fait, en mettant en place des islamistes en Iran, ils ont mis en place des nationalistes. Et ça, ils s'y attendaient pas, les Américains. Et donc du coup, dès que le Khomeini a pris le pouvoir, dès que la République islamiste d'Iran a été mise en place, les Américains ont été virés, coup de pied aux fesses, tout le lendemain. Il y a eu l'attaque de l'ambassade américaine et tout ça, donc c'est devenu l'ennemi numéro 1 des États-Unis, et ça, les Américains ne s'y attendaient pas. Donc c'est la cible numéro 1 des Américains. Alors, les raisons sont nombreuses. Alors, le premier, comme toujours, le pétrole. C'est le deuxième pays dans l'ordre des réserves mondiales. C'est le deuxième pays qui possède le plus de pétrole dans le monde. Et leur gaz. Imaginez que l'Iran plus le Qatar, c'est 2/3 des réserves de gaz mondiales. C'est quand même très important. Donc il y a un intérêt stratégique qui est immense. Là, si les Américains pouvaient mettre la main sur le gaz et le pétrole iranien, ils contrôleraient vraiment les 2/3, les 3/4 des hydrocarbures dans le monde, et donc ils auraient un moyen de pression formidable pour les 50 années à venir. Alors, la position aussi du pays, parce qu'un contrôle de l'Iran permettrait la solution la plus économique pour la sortie du pétrole de la mer Caspienne. Donc les compagnies américaines seraient ravies de pouvoir mettre des pipelines comme ils le souhaitent au sein de l'Iran, parce que pour sortir le pétrole de la mer Caspienne, c'est parfait. Troisième raison, ça permettrait d'ouvrir un marché qui est immense. L'Iran, c'est 70 millions d'habitants, et c'est 90 millions en 2025. Et donc 80% de la population a moins de 40 ans. Imaginez, c'est des millions et des millions de jeunes qui bouffent pas McDo, qui portent pas des Nike et tout ça. Donc il y a un marché qui est monumental pour les États-Unis là-bas, qui ont besoin, justement, la nature même du capitalisme, c'est qu'ils ont besoin de toujours trouver des marchés. Et là, le marché iranien est immense, mais il est en partie fermé à l'Occident. Et j'aimerais vous signifier d'ailleurs qu'on a beaucoup parlé de PSA l'an dernier, la crise de PSA, de tous les gens à Aulnay et tout qui ont été mis dehors au chômage. Là, vous savez, il y a un article du Monde qui est sorti là-dessus, très bon, que la crise de PSA vient en partie de l'embargo qu'on a mis en place en Iran. Parce que figurez-vous que PSA vendait énormément de voitures en Iran, et que les Américains, lorsqu'ils ont décidé de faire un embargo, donc il y a un an ou deux, là, et bien du coup, on a arrêté les exportations de voitures là-bas, alors que le marché était immense. Et c'est ce qui a réduit en peu de chagrin le carnet de commandes de PSA, et c'est ce qui a fait qu'on a viré des milliers, des centaines et des centaines de personnes qu'on a mis au chômage en France. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc le quatrième point, il est financier, bien sûr. La raison américaine est financière. Elle vient de Wall Street, parce que figurez-vous que l'Iran, comme la Libye, n'est pas un pays endetté. Donc il n'y a aucun contrôle sur l'Iran, parce qu'il n'a pas de dette, contrairement à nous. Qu'il y a une volonté de plus en plus forte de facturer le pétrole, et ils commencent à le faire, ils l'ont fait d'ailleurs maintenant, de facturer le pétrole non plus en dollars, mais en or ou en troc, et pire encore, ils ont monté en 2008, donc en 2008, rappelez-vous, c'était le moment où la crise avec l'Iran a été le plus fort, où vraiment on a été à ça de faire la guerre à l'Iran. Et bien en 2008, Téhéran a lancé la bourse de Kish, qui permet de vendre les pétroles en devises, en devise nationale, autre que le dollar. C'est-à-dire qu'on peut acheter le pétrole, on peut échanger avec l'Iran sans passer par le dollar. Et là, donc c'est la fin du pétrodollar, et là c'est une catastrophe pour les Américains. Donc c'est une raison très 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 importante de faire la guerre à l'Iran. Et puis une raison géopolitique, donc abattre un pays nationaliste, capable d'être une puissance régionale, comme ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, c'est une puissance régionale qui agrège autour de lui les différents pays, qui s'il obtenait effectivement la bombe atomique, la bombe nucléaire, sanctuariserait totalement son propre territoire, et donc deviendrait de fait la puissance régionale qu'il est déjà, mais qui serait vraiment encore plus fort, qui ne craindrait plus rien, et qui rendrait surtout l'Iran, qui donnerait à l'Iran un rapport de force au moins égal, sinon positif avec Israël. Donc ça c'est intolérable pour les Israéliens évidemment, et puis les États d'Amérique. C'est un pays l'Iran qui finance le Hezbollah,
l'arc chiite, donc du Liban, la Syrie avec les Alaouites, l'Irak et l'Iran, ça s'appelle le croissant chiite. Et ce croissant chiite, avec le Hezbollah, on le sait, c'est l'arme la plus efficace contre l'État israélien, contre l'État sioniste. Ils sont beaucoup plus efficaces que sont le Hamas, ce genre de choses. Le Hezbollah, on l'a vu d'ailleurs avec la guerre en Liban en 2006, sont capables de prouesses, ils sont très bien organisés, très bien armés. Et donc il faut casser à tout prix ce croissant chiite qui serait une menace, a priori en tout cas, pour Israël et pour les États-Unis, parce que ça constituerait une force régionale indépendante des pouvoirs occidentaux. Donc, en dernier lieu, la raison géopolitique, c'est d'abattre aussi un pays qui du coup a été plutôt intelligent, c'est qu'il s'est allié, et qu'il s'allie de plus en plus sérieusement à la Russie et à la Chine. Ce qui fait donc la création d'un monde, la phobie des États-Unis, qui concourt à la création d'un monde multipolaire, avec une puissance régionale qui contrôle le Moyen-Orient, une puissance asiatique qui contrôle l'Asie, et une puissance euro-asiatique qui s'appelle la Russie. Et là, c'est là, qui fait extrêmement peur aux Américains, c'est leur phobie. Donc pour toutes ces raisons, c'est l'ennemi numéro un, d'où la diabolisation, d'où l'hostilité aussi des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, parce que là je ne vous ai pas parlé de ça, je commence peut-être à me faire long, donc je ne vais pas trop en parler, mais c'est passionnant, et on pourrait évoquer ça longtemps, sur la division entre les sunnites et les chiites, où il faut savoir que les chiites, justement, de par leur opposition, qui est très symbolique dans le monde musulman, leur opposition très forte à Israël et leur opposition très forte aux États-Unis, le chiisme est en train à redorer son blason, à dorer son blason, parce que je ne sais pas s'il avait besoin d'être doré, et du coup est en train de prendre une position prééminente dans le monde musulman. C'est-à-dire que le chiisme devient quelque chose de classe dans le monde musulman, en gros. Et le sunnisme plutôt en baisse. Et donc du coup ça fait très peur aux puissances qui financent les forces sunnites, à savoir l'Arabie Saoudite et le Qatar, et les frères musulmans. Et donc on en veut à l'Iran. Voilà, donc il y a vraiment, l'Iran a tout contre lui, il a Israël, il a les États-Unis, il a les chiens des États-Unis, donc nous, voilà, c'est embêtant de le dire, mais c'est comme ça. Et en plus, tout ça est financé comme opposition par le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ont un max de pognon, et qui sont prêts à envoyer les djihadistes sunnites et tout pour abattre la secte chiite, ce qu'ils appellent une secte chiite, et pour abattre ce grand pays nationaliste chiite iranien. Donc en gros, expliquez ça aux gens autour de vous, on risque demain de parler d'une guerre en Iran, c'est vraiment sur la liste des Américains, ils veulent à tout prix l'abattre, est-ce qu'ils pourront? Ça, je ne sais pas, je ne vais pas faire Cassandre. Mais lorsqu'on vous entendrait parler en Iran demain d'un massacre effroyable de dizaines d'enfants et de petits chats dans la province sud de l'Iran, à la télévision, vous verrez Bernard Lévy qui viendra et qui vous expliquera à quel point cette dictature est monstrueuse, vous penserez à tout ce que je viens de vous dire, voilà les raisons pour lesquelles réelles on veut faire la guerre à l'Iran. Donc j'en termine avec la Syrie. Et donc là, on est en plein dans l'actualité de ce qui se passe en ce moment, puisqu'on nous parle beaucoup, et même vous tous, j'imagine, vous êtes tous contre la guerre en Syrie, et tous, vous savez pourquoi il ne faut pas faire la guerre à la Syrie, mais on ne parle pas de pourquoi est-ce qu'on veut vraiment faire la guerre à la Syrie. Ça, vous n'êtes pas tous au courant. Donc on va voir ça assez rapidement. Alors pourquoi? Parce que, donc, comme je vous disais, il n'en reste plus qu'un sur la liste des leaders pan-arabes, des leaders laïcs, des leaders... avec une économie plutôt dirigiste, plutôt socialiste, tout en étant nationaliste. Et ce dernier s'appelle Bachar el-Assad. Voilà. Donc les Américains veulent à tout prix détruire ces régimes-là, ces régimes bassistes. Et le dernier c'est Bachar. Donc a priori, ils ont tous détruit, Saddam Hussein, Kadhafi et tout. Donc il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent en si bon chemin, on doit se faire Bachar. On doit attaquer la Syrie de par ses alliances. Donc elle fait partie du croissant chiite dont je vous parlais, qui est très inquiétant parce qu'il peut constituer une force indépendante et vraiment très très puissante vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des États-Unis. C'est un allié donc de l'Iran et du Hezbollah au Liban. Et plus encore, donc là aussi Bachar il n'a pas de chance, c'est un grand allié de la Russie, qui est en train de s'affirmer de plus en plus avec Poutine comme un rival assez important des États-Unis. Donc ce pauvre Bachar el-Assad en Syrie, il est allié avec l'Iran, ennemi numéro 1 des États-Unis, et avec la Russie, ennemi séculaire des États-Unis. Donc vous imaginez que Bachar, il n'a rien pour lui, c'est forcément un méchant dictateur qui fait partie de l'axe du mal et qui est odieux. La Syrie est alliée donc avec la Russie,
Et vous savez que c'est un intérêt stratégique très important pour la Russie parce que ils ont un seul port en eau profonde, c'est-à-dire un port où on peut mettre les sous-marins, les gros bateaux du type porte-avions et tout. En Méditerranée, c'est le port de Tartous qui est en Syrie. C'est pour ça que Poutine est au taquet, qu'il ne veut pas laisser la Syrie se faire attaquer. C'est un régime aussi, alors là il n'a rien pour lui, qui est très antisioniste, parce qu'en tant que, en tant que régime pan-arabe, bien et nationaliste, il faut mettre le gouvernement sioniste dehors. Ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, ça passe pas très bien en Occident, qui vous le savez est plutôt atlantiste et pas plutôt sioniste. Pareil, Israël veut l'intérêt d'Israël, enfin croit-il, parce qu'on peut parler de ça, hein, je veux dire, sans être antisioniste, on peut se demander quel est l'intérêt réel d'Israël. Mais en tout cas, ceux qui dirigent en Israël pensent que foutre des islamistes au pouvoir partout à côté, des islamistes débiles, ça renvoie les pays au Moyen-Âge, et donc du coup ils n'ont rien à craindre. Alors ils s'agitent, les islamistes, les djihadistes, ils font de l'antisémitisme pur et dur, un peu débile, mais au final ils sont incapables de gérer un pays, comme on a vu en Afghanistan avec les talibans, et donc, comme en Égypte, on va avec les frères musulmans, ce genre de choses. Donc c'est mieux pour Israël d'avoir en face de lui, dans les régions qui l'entourent, d'avoir des pays islamistes, qui sont effectivement très anti-juifs, qui disent qu'il faut égorger les juifs et tout ça, mais au moins ils foutent le pays en l'air, ils sont capables d'en faire quelque chose de puissant, que des régimes nationalistes arabes, rationnels, qui sont capables de créer des vraies puissances économiques et militaires, qui là du coup concurrenceraient Israël dans la région au niveau de l'économie et au niveau du militaire. Donc l'intérêt israélien et l'intérêt américain, c'est de foutre en l'air ces régimes-là, quitte à financer et à aider les islamistes, car on sait qu'eux au moins, pour ça quand vous avez, je sais pas, ça peut vous arriver, vous avez un islamiste en face de vous, ouais, on va niquer ces chiens occidentaux, Allahu Akbar et tout, mais toi t'es le meilleur ami ils veulent des mecs comme toi, quoi. Parce qu'il y a des mecs comme toi, si t'es fanatisé, t'es complètement mongol, tu seras incapable de gérer un pays, tu feras rien avec, tu renverras ton pays au Moyen-Âge, et c'est ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils te financent et qu'ils t'aident. Donc voilà, il y a évidemment aussi un projet économique, c'est que en gros il y a deux gazoducs qui sont en train de se battre dans la région, un gazoduc sunnite et un gazoduc chiite. Et c'est là, et voilà, vous allez comprendre pourquoi la France est en première ligne, pourquoi est-ce elle veut vraiment mettre à bas Bachar el-Assad, pourquoi est-ce qu'on aboie plus fort même que les Anglais et les Américains, comment ça se fait? Eh bien parce que nous sommes totalement alliés et soumis au Qatar, qui nous aide beaucoup, sinon ça serait la crise économique qu'on connaît, elle serait encore plus forte si on n'avait pas tout l'argent qatari, à cause de leur gestion débile que l'on connaît depuis 30 ans en France. Donc il y a une consanguinité de plus en plus forte entre nos élites et l'argent qatari. Et il y a un projet Qatar qui est de construire un gazoduc sur terre, parce que vous savez que le Qatar, qui est l'un des premiers exportateurs de gaz dans le monde, qui tient toute sa fortune de là, n'envoie son gaz que par voie maritime. Et par voie maritime, ça passe d'ailleurs par le détroit d'Ormuz, qui est contrôlé par l'Iran. D'où aussi l'intérêt de détruire l'Iran. Mais ils aimeraient à terme, les Qataris, un gazoduc qui passe par les terres pour arriver jusqu'en Méditerranée. Et pour ça, donc c'est le projet Nabucco, et pour ça il faut passer par où? Par la Syrie. Voilà. Sauf que la Syrie, ils ont dit non au Qatar, ils ont accepté un autre projet de gazoduc, qui est le projet de gazoduc chiite, qui passe par l'Iran, par l'Irak, par la Syrie et par le Liban. Donc du coup, même pas besoin de par le Liban d'ailleurs, qui passe directement carrière Méditerranée par la Syrie. Donc la Syrie, ils étaient en négociation avec le Qatar, ça a échoué, ils ont préféré prendre le gazoduc chiite, et donc là les Qataris ont été extrêmement énervés, et il s'agit d'abattre à tout prix Bachar el-Assad pour pouvoir mettre le gazoduc au milieu. Donc voilà, et puis comme je vous ai dit, la Syrie n'est pas un État qui est endetté, donc du coup il n'y a aucun contrôle sur elle. Donc voilà, on a regardé les dernières guerres américaines et occidentales, j'espère que, mais ça j'en doutais pas, vous serez au moins plus éclairés sur le pourquoi, le comment, et que quand vous en verrez les prochaines annonces, les prochaines trompettes de guerre qui s'annoncent, vous au moins, même s'il y a beaucoup de gens qui sont pris pour des cons, nous au moins on ne sera pas pris pour des cons. Voilà. Ça fait combien de temps donc 1h20.
Vous avez des questions ou à boire un verre? On va boire un verre. Ouais. Alors, les deux.